my way, the Lord, no need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Il est 8h, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la RTS1. Quinqueliba démarre ce lundi avec sur le plateau Nafi Saher et Kumba. Les tendances du moment, c'est avec Nafi. Le sport avec Kumba. Et puis cette semaine à Quinqueliba, ce sera une semaine spéciale consacrée au corps militaire et paramilitaire. Une semaine spéciale consacrée à la fête du 4 avril. 60 ans d'indépendance, eh bien on s'arrête ici à Quinqueliba pour faire le point. Et le thème retenu cette année, le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes. Et pour ouvrir cette semaine, nous avons sur le plateau le médecin colonel Moussa Diansar, chef du service national de l'hygiène du Sénégal. Kumba Diakhaté connaît bien ce service, elle a fait une immersion. On reparlera de tout ça avec Alioune Badara Kane qui interrogera pour nous notre invité. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut commencer à nous les envoyer sur notre page Facebook. Rejoignez-nous, nous sommes en direct. L'info au rendez-vous ce matin avec à la présentation du flash et du journal Mariama Dramé. Et puis ce magazine, c'est également le sport, la gym, notamment avec le coach Tandara que l'on retrouve tout de suite. Voici la capsule de ce lundi matin. Bon début de journée en notre compagnie. Mesdames et messieurs, amis sportifs et téléspectateurs de Quinqueliba, encore une fois, bonjour. Nous allons passer à notre première capsule de la semaine. Alors, la capsule de la semaine, ce sera de la gym maison. On est donc dans la maison. C'est vrai que vous connaissez certainement. Alors, vous aurez l'habitude, mesdames et messieurs, avec Good Light Life Fitness, mesdames et messieurs, encore une fois, c'est notre gym maison. Alors, un invité de marque, Coach Babou, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Coach Ngom, bonjour. Alors, fidèle à nos habitudes. Ouais. Alors, le temps de coronavirus oblige, mesdames et messieurs, avant toute chose. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Alors, bonjour à tous, sinon rebonjour à tous. Aujourd'hui, notre première capsule sera consacrée justement au fitness. Alors, le fitness, c'est justement cette gym de maison. Aujourd'hui, avec ce fitness-là, Maître Babou qui va diriger ce fitness. Mais d'abord, parlez-nous un tout petit peu, surtout avec les rudiments du fitness d'abord. Bonjour, Coach Tandara. Donc, comme vous l'avez dit, on va faire du fitness aujourd'hui et plus particulièrement de l'aérobic. Donc, l'aérobic, c'est la séance mère du fitness, donc qui ne nécessite aucun engin. Donc, on utilise juste le corps avec les mouvements basiques, pas de saut ni rien du tout, pour faire juste une séance de gym maison. Très bien. Alors, le volet ludique qui est très important dans cette gym basique, comme vient de le dire le coach Babou, et donc ce sera de l'aérobic. Coach Ngom. Oui, comme il a ainsi dit, et nous le remercions de nous avoir accueillis ici à Good Life. Et c'est un ami, c'est un frère à qui je partage beaucoup de choses dans ce milieu. Comme il a si bien expliqué, c'est la partie mère de tout ce qui est remise en forme. C'est l'endurance Coach Tandara, c'est la base des qualités physiques et que chaque personne doit travailler et intégrer ça dans ses activités quotidiennement. Très bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons passer à l'action. Allez, mesdames et messieurs, c'est donc parti avec ce travail aérobique. Aujourd'hui, la première capsule de cette semaine. Et là, le coach Babou, le coach Ngom, aujourd'hui en position de cobaye. Allez, mesdames et messieurs, voilà l'aérobic, comme vous le savez. Eh bien, l'aérobic, c'est vrai, avec le fitness ici, véritablement, eh bien, ce sont des coachs assez chevronnés, le coach Babou et le coach Ngom.
Allez, voilà la touche professionnelle, mesdames et messieurs. Et comme vous le savez, avec le coach Babou, c'est vrai que si on voit avec le coach Ngom, là, vraiment, alors regardez comme c'est bien coordonné, et bien ces mouvements. Allez, cette petite élévation de genoux, mesdames et messieurs. Alors là, vraiment, évidemment, avec ces mouvements qui sont très, très bien coordonnés, c'est vrai qu'ici, mesdames et messieurs, lorsque c'est bien fait, ce mouvement d'ensemble, eh bien, ça fait du bien. Et puis, son côté vraiment ludique, comme le disait tout à l'heure, eh bien, le coach Babou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout le charme du fitness. C'est vrai, on a l'impression qu'on est en train de jouer tout petit peu, mais attention, mesdames et messieurs, ça va avec une certaine intensité. Les multiples facettes du fitness, mesdames et messieurs, le duo coach Ngom et coach Babou qui nous reçoit aujourd'hui, et bien la gym dans la maison, et donc là, sans quitter la maison, mesdames et messieurs, vous pouvez le faire, branchez votre appareil et tout de suite, on y va. J'espère que vous avez bien aimé cette première séance avec le coach Babou. Alors, de l'aérobic, beaucoup d'aérobic, vous avez vu plusieurs facettes et certainement, comme on dit, à tout seigneur, tout odeur. Alors, coach Babou, certainement, vous avez été satisfait de cette séance. Mais bien sûr, on est vraiment satisfait de la séance. Le pourquoi? Parce qu'actuellement, on a les enfants qui sont à la maison et tout le monde, les parents et tout. Donc, vous savez que l'aérobic travaille surtout l'endurance de base 1, qui est une capacité neutre que les enfants peuvent faire et les adultes aussi. Donc, du coup, la séance qu'on a fait tout à l'heure, même les enfants de 5 ans peuvent faire ça avec leurs parents, comme souvent coach Ngom le fait avec Sawa Khalid Mam Fatou à la maison avec la petite. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la séance. Très bien. Alors, séance maison, coach Ngom. Oui, c'est ce que nous conseillons à tout le monde de faire et surtout, chacun a ce qu'il a besoin dans les activités physiques, mais tout le monde a besoin de ce type d'exercice qui est l'aérobic, l'endurance, que ça soit musculaire, que ça soit cardiovasculaire. Mais retenez que ces moments-ci très difficiles où les restrictions de liberté aujourd'hui sont en vigueur, donc faites attention, il faut bouger et à chaque fois que vous voulez aller quelque part, privilégiez surtout la marche. C'est aussi une activité qui vous permet de renforcer vos capacités de base, qui est l'endurance. Très bien. En tout cas, ça a été magnifique, c'est vrai. Good Life avec notre ami, le coach Babou. Alors là, mesdames et messieurs, le coach Babou, nous venons de terminer cette séance et certainement, demain aussi, on sera là chez vous. Bien sûr, vous allez revenir ici. On va continuer avec une autre séance qu'on va proposer à nos fidèles téléspectateurs. Et Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, en restant à la maison, vous pouvez continuer à vous maintenir en forme par les temps qui courent. Allez, à demain, Inch'Allah. C'est une vérité absolue. En étant chez vous et en suivant les conseils de nos coachs, vous pouvez continuer à vous entraîner. Bienvenue sur le plateau, Mariama. Comment ça va? Bonjour. Alors, première semaine, un peu pour tout le monde, après les décisions prises par le chef de l'État pour protéger la population du Covid-19. Comment avez-vous vécu cette semaine, Nafissa Saher? Moi, bien, je suis restée chez moi, comme on l'a conseillé. Je suis restée à la maison. J'ai essayé un peu de faire certaines activités que je n'avais pas le temps de faire. Donc, j'ai nettoyé un peu, j'ai changé quelques meubles, rangé un peu, aménagé un peu. Donc, c'est bien. Tant mieux, Kumba. Pour gagner un peu de temps. Oui. Kumba. C'est stressant, mais on est obligé pour des raisons de santé. Tu es restée à la maison aussi avec les enfants? Oui, c'est ça l'intérêt. On est en famille, ça c'est un immense plaisir pour tout le monde. Mais
le fait de bouger, de sortir aussi en famille, c'est pas mal, mais malheureusement, on ne peut plus. Mais on comprend, c'est pour notre bien. Absolument. Alioune Badara? Ah, mais très bizarre de voir dès 8 heures tous les Sénégalais chez eux. Moi, par exemple, durant ce week-end, j'ai fait un petit voyage à Thiès. Bon, j'ai bénéficié d'une autorisation, je tiens à le préciser. Mais j'étais presque le seul Sénégalais sur l'autoroute, dans le sens Dakar-Thiès, pour vous dire que c'est inhabituel. C'est assez bizarre, pour vous dire qu'en vérité, quand on nous décrit un peu certaines scènes irréalistes, lorsque le grand moment arrivera, c'est des plus de la fiction, ce sera le décor. Donc ce sera ça le décor auquel on aura droit. Mais surtout pour le soir, bon, je trouve que c'est quand même, il y a des bienfaits, parce qu'au moins ça nous permet d'être au calme, n'est-ce pas? Voilà, la ville est tranquille et tout le monde est chez lui. Et les parents quand même surveillent mieux leurs enfants. Il y a de belles photos également de la ville à partir de 20h. Colonel, bienvenue sur le plateau de la matinale Quinqueliba. Comment vivez-vous cette situation, vous Mais bon, bonjour, donc merci de cette invitation et j'en profite pour dire bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui regardent présentement la radio-télévision sénégalaise. En fait, il faut dire que c'est une semaine, bon, pour nous, ça a été vraiment une période d'intensification aussi de nos activités, surtout professionnelles sur le terrain. Pour vous, c'est le contraire. Voilà, c'était surtout ça. Bon, mais sinon, que des observations, en tout cas des recommandations que j'avais données à madame pour qu'elle veille sur les enfants, afin qu'ils puissent vraiment respecter, en tout cas, le couvre-feu surtout qui a été. Et c'était le cas, et ils sont restés à la maison. Demander aussi de rester aussi à la maison. C'est ça. Parce que bon, en fait, l'état d'urgence, c'est pas uniquement pour, en tout cas, la mesure qui a été prise par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, c'est-à-dire d'arrêter les cours dans les écoles. C'est pas uniquement pour permettre aux enfants ensuite d'aller dans la rue pour aller s'amuser ou bien aller jouer au foot, etc. Mais plutôt qu'ils soient à la maison, vraiment limiter les déplacements, mais aussi se consacrer aux études à l'intérieur. Et justement, toutes ces mesures, oui, combat très rapidement. C'était juste une petite proposition pour l'éducation nationale, parce que là, on sait tous que les cours ont été suspendus. Ça dépend de l'ampleur de la pandémie au Sénégal. Et je voulais juste proposer au ministère de l'Éducation nationale s'il pourrait travailler avec les professeurs, les enseignants, pour qu'ils puissent donner des devoirs, des exercices à faire à la maison via des mails, WhatsApp, ou en tout cas utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour permettre aux élèves de ne pas désapprendre, parce que rester des semaines sans aller à l'école, et ce n'est pas tous les parents qui veillent sur les enfants pour qu'ils puissent maintenir le rythme. Parce qu'il y a certains établissements privés qui le font, mais sont très rares. On les compte vraiment du bout du doigt, donc ce serait pas mal. Il y a un programme en cours en la matière. Et demain, on pourra évidemment en reparler avec Massamba sur le plateau, puisque les mardis, nous parlons éducation. Mariama, bon, elle était chez elle toute la semaine, n'est-ce pas? J'étais chez moi toute la semaine. Je suis casanière, donc la mesure tombe à pic. Ça ne me dérange pas absolument autant que ça. J'aimerais juste rappeler que la mesure n'a pas été prise de gaieté de cœur par les autorités, parce qu'empêcher les gens de sortir, de vaquer à leurs occupations, c'est pour nous protéger, nous, population. Et puis le virus, comme on l'a dit, ne se déplace pas. Donc restons chez nous, c'est pour le bien de tout le monde. Tout à fait. Allez, on va passer au flash. On ouvre le bloc d'infos. Et juste après le flash, eh bien, ce sera la revue des titres. Restez avec nous. Mariama, c'est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre matinale Quinqueliba. À la une de l'actualité, ce lundi matin, au 29 mars 2020, le Sénégal comptait 142 cas d'infection au Covid-19, dont 27 ont été déclarés guéris et 115 encore sous traitement à Dakar, Touba et Ziguinchor. Précision à suivre avec le ministre de la Santé dans le journal. Dans cette lutte contre le Covid-19, le département de Ranérou n'est pas en reste. Le marché hebdomadaire de la localité ne se tient plus. Le préfet du département a averti les vendeurs de bétail contre tout refus d'obéir les mesures édictées. Également dans l'actualité, le milliardaire chinois Jack Ma vole à la rescousse des pays touchés par le Covid-19. Le fondateur et président du site de commerce en ligne Alibaba propose depuis plusieurs jours son aide au monde entier pour fournir du matériel médical. Le Sénégal n'est pas en reste. Notre pays a officiellement reçu ce dimanche un important lot d'équipements médicaux.
Et puis, maintes fois reportées depuis 2018, les élections législatives se sont tenues ce dimanche au Mali. Premier tour du scrutin. En attendant le deuxième acte le 19 avril. Pas de chiffres quant au taux de participation, pas encore, mais l'affluence était plutôt faible selon les observateurs dans les bureaux de vote. C'était tout pour ce Flash Info. Restez en compagnie de l'équipe de la matinale. On se retrouve tout à l'heure pour le développement de tout ça. À 9h exactement pour le journal complet. Il est 8h15. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Voici la revue des titres. À tout à l'heure, Mariama. À tout à l'heure, merci. Ce lundi 30 mars, à la une du quotidien de service public, Le Soleil, la Chine qui met de gros moyens, appuie donc dans la lutte contre le Covid-19, appui de la lutte du Sénégal. Le ministre de la Santé explique la stratégie nationale de la Chine, du Sénégal, autant pour moi. Et les détails sont dans les colonnes du Soleil du jour. À la une également, la loi d'habilitation. Le projet est à l'Assemblée nationale. Et puis, dans cette lutte contre le coronavirus, la BAD lève 3 milliards de dollars. Sud Quotidien, maintenant, avec à sa une la croisade nationale contre le Covid-19. Macky actionne l'Assemblée. Le projet de loi habilitant le président à gouverner par ordonnance est sur la table de Moustapha Niasse. Le quotidien sur justement la situation, et cette fois-ci à Touba, avec ce titre, la fièvre baisse tout bas, il faut le comprendre ici, la fièvre est en train de baisser tout bas. Le quotidien, c'est vraiment des génies en ce qui concerne la titraille, ça il faut le reconnaître. Ah oui. C'est leur marque de fabrique. Aucun cas positif depuis 7 jours. La fièvre est en train de baisser tout doucement, tout bas, à tout bas. Une famille libérée de quarantaine, 5 malades guéris, 14 sous traitement. Et en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus et ses conséquences, on est à la une du quotidien LAS cette fois-ci. Les secrets des délibérations de la force Covid-19. Un plan de guerre de 1367 milliards de francs CFA dévoilé pour faire face à la crise. Retenez également que le Ngor Diarama est une clinique privée située à Cambérène, transformée en site de traitement. Il y a une réunion prévue aujourd'hui avec les responsables de l'usine Médis pour la relance de la production de la chloroquine. Critique maintenant, avec à sa une ce titre, 0 décès, premier mort importé. Cela concerne évidemment la contamination au Covid-19 au Sénégal. C'est la première Sénégalaise à être victime du coronavirus. Elle s'appelle Aïta Ndoye. Elle résidait en Espagne et s'activait dans le commerce. Et cette mauvaise nouvelle a plongé la communauté sénégalaise dans l'émoi. L'Espagne, un pays particulièrement touché par la maladie de Covid-19, avec près de 5000 morts. Elle est ainsi la première Sénégalaise qui a perdu la vie suite à l'infection au coronavirus. Nous passons à la une du quotidien Enquête. Covid-19, manque de matériel de protection, c'est un véritable casse-tête mondial. Le monde fait face à un manque chronique d'équipements de protection individuelle. À Malika, des tailleurs confectionnent des masques pour le district, la police et les populations. Et puis le ministre Assom Aminata Diatta qui est à la recherche de solutions pour maîtriser l'offre de gants, de masques et de thermoflash. En Espagne, il faut retenir également ce chiffre. 5400 membres du personnel soignant sont contaminés. 24 heures info maintenant. Sur le Covid-19, toujours, négligence, manque de prévention et cas communautaires. C'est l'incertitude selon 24 heures info ce matin. Et ces propos du professeur Moussa Seydi à la une de 24 heures info, la transmission communautaire est une bombe. Vox Populi est maintenant avec à sa une justement le professeur Moussa Seydi que vous apercevez à l'instant. Il est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Dans 15 jours, il pourrait y avoir confinement général si la situation continue à empirer. Si on tergiverse, ce sera la catastrophe. Les cas communautaires doivent inquiéter tout le monde. Plus de 50 patients sont hospitalisés à Diamniadio. Si on a le temps, on va revoir ça. Le confinement total, est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, il a dit pourrait si nous ne faisons pas attention. Nous poursuivons avec la une du quotidien Les Échos qui également s'intéresse au même sujet, aux propos du professeur Moussa Seydi qui dit ses vérités dans les colonnes du quotidien Écho également ce matin. Le confinement total est la bonne méthode sur le plan sanitaire. Si le nombre de cas explose, on n'aura plus les moyens. À la une également, les patients qui dénoncent
Macky et Diouf Sarr interpellés. Cela concerne la mauvaise prise en charge des malades du Covid-19 dans certaines structures sanitaires du pays. Et qu'est-ce que dénoncent les patients? Eh bien, la qualité de la nourriture ou tout simplement des chambres sans téléviseur, sans climatiseur, une grosse difficulté à joindre le personnel médical sur les numéros d'urgence donnés. Bon, c'est vrai que quand on doit passer toute la journée dans la chambre pendant des semaines, sans téléviseur, on peut peut-être... C'est un accessoire. C'est un accessoire. C'est pas si ça peut guérir. Pour les autres, je suis d'accord, mais pour le téléviseur, quand même, je pense que... Bon, la nourriture, oui, le téléviseur, oui, bon. Quand on a un téléphone comme portable... la plupart, en fait, en tout cas, est-ce qu'ils ont un téléphone? Beaucoup de ces malades sont internés dans des chambres d'hôtel. Je pense qu'on peut bien mettre, on peut bien allumer ces téléviseurs-là pour qu'ils puissent leur tenir compagnie. C'est ça. Je pense que c'est au réceptif hôtelier, peut-être d'y penser un peu. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, les patients voudraient que ce soit fait, hein, qu'ils puissent regarder la télé souvent, puisqu'ils sont confinés 24 heures sur 24. Dakar Times maintenant. Les confinés, c'est surtout ça. Est-ce que c'est les patients en vérité? Non, c'est les confinés. C'est les confinés. Ah, c'est les confinés. Qui se plaignent, oui. Oui, absolument, c'est ça. Ils disent, oui, les patients dénoncent. C'est ça, voilà. C'est ça. Non, ça ne concerne pas les autres patients, c'est les personnes confinées. Les personnes, en fait, ont été placées en confinement, voilà, en attendant d'y voir plus clair. Exactement. Quand on est confiné, on a besoin quand même oui, les patients, quand même, ne vont pas penser Non, c'est les confinés. Hein. C'est des personnes qui sont malades et qui sont dans des structures sanitaires ou hôtelières et qui sont suivies 24 heures sur 24. Dakar Times maintenant, sur la présence durable du Covid-19 au Sénégal. Là où le virus risque de nous amener, eh bien, c'est tout simplement, comme le dirait le professeur Seydi, si nous ne faisons pas attention, c'est de rester complètement et totalement chez nous. Seul un respect strict des instructions médicales peut nous éloigner d'un confinement total et absolu qui pourrait avoir de graves conséquences sociales et politiques pour la stabilité du pays. Et puis, cette injonction, j'aime bien à la une de Dakar Times également, restez chez vous. Le Covid-19 tue, si vous n'avez rien à faire dehors, l'idéal c'est de rester chez vous. L'exclusif avec à la une la guerre contre le corona et le compte et mécompte avec les appuis de taille. Ils ont cassé la baraque pour appuyer cette lutte et vous avez la photo justement de ces personnalités à la une. On a le calife général des Mourides qui est à la une. On aperçoit également le directeur général du port autonome. Il y a également la mairesse de Dakar, si je vois bien, c'est exactement ça. Et puis, on a aussi le DG de la Caisse de dépôt et consignation, entre autres. Sport maintenant, avec Stade quotidien spécialisé en sport. Qui sera le prochain Galactique? C'est l'interrogation qui barre la une de Stade ce matin. Alors, Sadio, Haaland ou Aubameyang, on ne sait pas encore. L'analyse est à lire dans Stade. Et on va finir avec Sunulamb. C'est le sport toujours et la lutte traditionnelle. Cette fois-ci, le cri de détresse de Bachi Seras. On m'a abandonné, dit-il. Bon, je pense qu'en ce moment, on a sorti les lutteurs de ma génération de l'arène, dit-il. On m'a mis en prison pendant des jours. On m'a libéré sans me donner une LP. À cause de mes déboires, j'ai perdu 40 à 50 millions. Je suis loin de quitter l'arène. Bon, c'est toute l'arène qui est entre parenthèses en ce moment. Toutes les compétitions sportives. On va régler tout ça après. Après le départ du Covid-19. C'est ça. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Voilà, c'est pour vous, colonel. Il y a un seul lutteur dans l'arène. Il y a un seul lutteur dans l'arène et on est tous contre ce lutteur. C'est le Covid-19. C'est ça. On essaye de vraiment battre cette maladie et puis continuer à vivre normalement nos vies, retrouver notre quotidien. Il est 8h23, place à la chronique de Kumba. C'est le Covid-19 qui dicte les lois dans pratiquement tous les domaines, dans le sport notamment. Et dans la chronique de ce matin, Kumba, on va parler du report des Jeux Olympiques de Tokyo. On l'a abordé la semaine dernière sur le plateau, annoncé en milieu de semaine par le CIO.
le Japon, Japon. Oui, c'est ça, Sarah, parce que jusqu'à dimanche, la semaine dernière, tous les événements sportifs ont été annulés, sauf les Jeux Olympiques. Et il y avait des tergiversations. Beaucoup d'athlètes demandaient justement le report de cette compétition, puisque les tournois de qualification olympique ont été annulés. Pas moins de 60 athlètes sont juste déjà qualifiés. Le reste devrait passer par les tournois de qualification olympique. Et du coup, c'était la meilleure option de reporter cette compétition à l'image de tous les autres événements sportifs. Et c'est fait. Et c'est le comité international olympique, le CIO, en collaboration avec le comité d'organisation de cette compétition, qui ont pris cette décision. Et c'est le premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui annonce justement la nouvelle. On l'écoute d'abord. J'ai proposé de les reporter d'environ 1 an et le président du comité international olympique, Thomas Bach, a accepté à 100%. Nous sommes aussi tombés d'accord sur le fait que nous organiserons les Jeux olympiques et paralympiques à l'été 2021 au plus tard. Nous continuerons à organiser ces Jeux olympiques qui seront le témoignage de la défaite du virus face à l'humanité. Le Japon souhaite assumer ses responsabilités en tant que pays hôte. Alors on le sait maintenant, les JO sont reportés à 2021, mais la question que tout le monde se pose, c'est à quelle date exactement? Et Sarah, pour répondre à cette question, il y a 3 options qui se présentent actuellement selon une étude faite par RFI en collaboration avec le CIO. La première option, Sarah, c'est d'organiser les Jeux d'été en hiver. Et en hiver, les Jeux d'été en hiver. En hiver, exactement. Ce sera entre le 1er janvier et le 20 mars. Cette fourchette-là est en train d'être étudiée en 2021. Et puis, il y a des avantages, hein, Sarah. D'abord, pas de longue attente pour les athlètes par rapport à ce report, aux dates initiales, puisque les JO devaient se tenir du 24 juillet au 9 août 2020. Il y a également l'autre avantage, le climat est assez clément au Japon en cette période de l'année, puisqu'il fait froid avec un peu de vent sec, et c'est des conditions qui sont vraiment adéquates pour la pratique du sport. Donc, les athlètes ne diront jamais non pour cette période. L'autre avantage, il n'y a pas de grands événements sportifs à cette période de l'année. Et ça, c'est très important. Sauf l'Open d'Australie de tennis qui doit se tenir du 18 au 31 janvier et la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en principe du 9 janvier au 6 février. Au-delà de ces 2 événements, on peut bien occuper cette tranche-là. Mais il y a problème puisque avec le Covid-19, beaucoup d'événements sportifs sont déjà reportés, des événements qui étaient prévus en 2020, et il se pourrait que ces événements soient décalés à 2021 durant cette période-là, c'est-à-dire entre janvier et mars. Donc, c'est ça ce qu'on peut... Le hic finalement, à cette première option. Pas sûr. L'autre hic, et qui n'est pas des moindres, pas sûr que Covid-19 est passé cette période-là, soit passée à cette période-là. On souhaite que ce soit le cas. Qu'on gagne la bataille contre cette pandémie. Alors, la deuxième option nous place entre le 20 mars et le 21 juin. Oui, Sarah, entre le 20 mars et le 21 juin. Et là, c'est organisé les Jeux d'été au printemps. Finalement, si ce sont plus au printemps. Et là, il faut que je ramasse mes papiers. Voilà, c'est organisé effectivement les Jeux au printemps. C'est une autre option, c'est la deuxième. Et c'est entre le 20 mars et le 21 juin. Voilà, une saison durant laquelle les Japonais prennent l'essentiel de leurs courtes vacances. Et donc, ça, c'est un avantage puisque les Japonais sont chez eux et ça pourrait créer de l'engouement autour de ce grand événement sportif au stade. Exactement. Et le climat est idéal en avril-mai avec des températures douces et des précipitations modérées. Donc, une période adéquate pour faire du sport. Et puis, pas de grande compétition avant mi-juin.
Et il y a des obstacles, Sarah, pour cette période de printemps au Japon. C'est la fin des compétitions de l'UEFA, quasiment des finales de l'UEFA, comme la Ligue des Champions, des finales de la NBA. À cette période-là, ça, c'est l'obstacle qu'il y a. L'autre obstacle est que les grands diffuseurs partenaires des Jeux Olympiques, les grands diffuseurs partenaires commerciaux des JO, du CIO, tiennent à ces événements-là, c'est-à-dire la Champions League et la NBA, qui pourraient se terminer à cette période-là. Bon, dernière option de printemps. Dernière option, voilà, c'est la même date qu'initialement, c'est-à-dire mi-juin et mi-juillet tout simplement. Oui, c'est la troisième option, c'est-à-dire les JO en été, les JO d'été en été. Et là, ça répond mieux. Et cela veut dire qu'on aurait un report exactement d'un an. Cela veut dire que les JO vont se tenir aux mêmes dates qu'initialement prévues. Une période pluvieuse à Tokyo, précisément mi-juin, mi-juillet, et l'Euro, la Copa América seront reportés à cette période-là. Attention, un obstacle. Maintenir, ou on peut bel et bien, par contre, maintenir les JO entre juillet et août. C'est d'ailleurs la préférence du Premier ministre japonais. Et donc, l'option est en train d'être étudiée. Et donc, cette option pousserait à décaler les championnats du monde d'athlétisme et de natation. C'est ça, en 2021, qui ont été reportés à 2021. Et elle menacerait même les Jeux de la francophonie. Et ce n'est pas fini. Le temps serait très court pour se projeter sur d'autres grands événements, c'est-à-dire les Jeux olympiques d'hiver prévus en 2022 à Pékin, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 à Dakar, conséquence, et les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Donc, la période organisée, les JO d'été en été, peut être tout est chamboulé, de conséquences. Voilà, c'est chamboulé. Le CIO a du travail. Et donc, JO en été à Tokyo aussi, il y a un petit problème, on l'avait évoqué lors de la première programmation. C'est la forte canicule qu'il y a à Tokyo à cette période-là, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Les athlètes, les fédérations avaient décrié cela, mais si on n'a pas d'autres possibilités, si les deux premières options ne sont pas retenues, ils seront obligés d'organiser les JO d'été en été, et le coup d'envoi pourrait être donné le 23 juillet. Mais c'est une option à l'étude, puisqu'il y a un groupe de travail créé par le CIO et baptisé « Here we go », c'est parti. Et il planche actuellement sur la reprogrammation de cette compétition en rapport avec le comité d'organisation et les 33 membres, 33 fédérations qui sont présentes au CIO, c'est-à-dire aux Jeux olympiques. Et la décision est attendue d'ici une semaine, c'est-à-dire peut-être d'ici lundi, on pourra revenir vous dire ce qui a finalement été retenu pour l'organisation de ces Jeux olympiques. Ils ont du pain sur la planche. Des Jeux olympiques d'été, en hiver, des Jeux olympiques d'été au printemps ou en été. Ou en été. C'est un véritable casse-tête. On attendra évidemment la semaine prochaine pour savoir exactement ce qui a été décidé. Et Sarah, il y a une question aussi que tout le monde se pose. Les JO sont reportés à 2021. Est-ce que le nom va rester ou pas? Ça va être les JO 2020 Tokyo 2020 ou Tokyo 2021. Et là, le CIO est formel. Ils ne vont pas changer l'appellation. Ça va rester les JO 2020, juste pour des raisons symboliques. Ça, c'est la version du CIO avec son président Thomas Bach. Mais ce n'est pas que. C'est pour des raisons économiques également. Oui, ils ont dû préparer plein de choses avec... Le report de ces Jeux olympiques a un coût. Ça a coûté plus de 2 milliards d'euros. Et qui va payer la dette? La question est là et le CIO va prendre du temps pour répondre à cette question. Et l'autre problème, c'est que des produits ont déjà été fabriqués c'est ça, avec le logo de Tokyo 2020. Donc, ce serait quasiment impossible de changer tout cela. Oui, c'est encore de l'argent à débourser. On va poursuivre et ensuite peut-être s'il y a des commentaires sur le plateau, on va les prendre sur ta chronique, Kumba, avec cette note de nécrologie, c'est le décès d'une figure du sport africain, Jean-Claude Ganga, ancien ministre des Sports du Congo. Et c'est le père fondateur des Jeux africains, c'est lui qui a quasiment créé cette prestigieuse compétition africaine et il est décédé, ancien ministre
sports du Congo-Brazzaville, président du comité olympique africain ACNOA. Il est décédé ce samedi à l'âge de 86 ans, grand artisan de la création des JA, dont la première édition s'est tenue à son pays en 1965. Mais un seul point noir dans sa carrière de grand dirigeant sportif, il a été exclu tout simplement en 1999 par le CIO du Comité international olympique pour des raisons de corruption. C'était à l'occasion de l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de 2002. Et il a toujours clamé son innocence. Très bien. L'ancien sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo, n'est plus également. Hein. Oui, il est décédé, lui, jeudi. Oui, c'était jeudi, l'ancien sélectionneur de l'équipe de foot de France. À l'âge de 87 ans, c'est lui qui a donné aux Bleus leur premier succès. C'était en 1984, en remportant l'Euro. Et ce fils d'immigrés, Sarah, d'immigrés espagnols, Hidalgo, est ancien attaquant du Havre, de Reims, de Monaco. Et on retiendra de lui le triomphe à l'Euro 84, mais aussi la tragédie en 82 à la Coupe du Monde avec cette demi-finale perdue face à l'Allemagne au tir au but. France-Allemagne, 3-3 à l'issue du temps réglementaire et au tir au but. Victoire de l'Allemagne. L'Allemagne qui a privé la France d'une place en finale. Eh bien, qu'il repose en paix. C'est ça, qu'il repose en paix, c'est exactement ce que j'allais dire également. Il est 8h35. Peut-être très rapidement des commentaires parce qu'on va passer à la rubrique invité avec le colonel Sarr qui est sur le plateau avec nous ce matin. Nafi Saher sur la chronique de Koumba de ce matin. Moi, je pense que c'est le Covid-19 qui est en train de dicter sa loi et on ne peut rien y faire. On n'a qu'à attendre. Et même toutes les dates, c'est juste des prévisions comme ça, tout en espérant que le virus va partir avant. Et très vite. Alioune. Bon, moi je pense qu'en fait, on pourrait déjà, la FIFA pourrait envisager la suppression, bon pas la suppression, mais l'annulation de la prochaine tenue donc, de la Coupe du Monde des clubs. Donc une compétition qui aura lieu, je pense que même si elle a été reportée peut-être durant l'été prochain, c'est juste une compétition de clubs, n'est-ce pas, de revoir le prochain agenda de la Ligue des Champions, n'est-ce pas, de réduire peut-être le nombre d'équipes qui participent à cette compétition-là, pour que la compétition puisse se dérouler en 4 mois, n'est-ce pas. Je pense qu'il y a plein de propositions à faire et que les fédérations jouent le jeu aussi pour aider, disons, l'agenda du sport mondial à retrouver, voilà, véritablement ces bonnes dates, n'est-ce pas. Mais je crains fort que cela nous soit répercuté, nous, Africains. Ah, bien sûr. Et connaissant un peu nos dirigeants, bien sûr. Ça ne me surprendrait pas qu'ils nous annoncent voilà, revu à une date ultérieure. Actuellement, ils sont généralement, pas dans les prévisions. Déjà, la FIFA, pour se faire une place, a encore exercé une pression sur la CAF pour qu'elle revoie la tenue donc, de la prochaine CAN. C'était annoncé pour l'été prochain. La CAF, comme d'habitude, c'est souvent elle qui plie, a accepté de revoir donc sa copie et de dérouler sa prochaine CAN durant l'hiver prochain. Bon, pas l'hiver prochain, je pense que le printemps. Hein, pour que la FIFA puisse tenir sa compétition des clubs. Devant une telle situation, je crois que c'est plutôt à la FIFA de sursoir à la tenue donc, de cette compétition-là, parce que ça ne concerne que les clubs. Oui. Là, il s'agit d'une compétition continentale, de mettre vraiment l'accent sur les compétitions continentales, de réduire le nombre de compétitions de clubs, et comme ça, on pourrait avoir un calendrier. Peut-être qu'on pourrait y penser. Il y a des menaces sur la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations début 2021, parce que tout simplement, on est en train de reporter les éliminatoires, et s'il n'y a pas d'éliminatoires, du coup, la compétition, on est obligé d'annuler. C'est le cas avec les Jeux Olympiques. On a annulé les tournois olympiques, et il faut juste rappeler que Sarah, 11 000 athlètes sont attendus à cette compétition et seuls 57% de ces athlètes sont déjà qualifiés. Donc, on n'a pas encore... on n'est pas encore sorti du trou noir créé par ce Covid-19. Le reste, il faut qu'il se qualifie. Je prends le commentaire du colonel et on termine. On a 2 minutes, colonel, rapidement, sur cette chronique. Voilà, bon, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, enfin, ces organisations sont en train de faire, c'est de faire de la planification. Mais je pense que le dernier mot, en tout cas, c'est
le Covid-19 Il faut qu'on arrive d'abord à fermer cette parenthèse, ce trou noir, et puis là, on pourra se projeter comme il se doit. Merci, ma chère Koumba. Oui, Non, reste sur le plateau. On va se dire à lundi, à la fin du magazine. Il est 8h. Il est 8h38. Ceux qui nous rejoignent à l'instant, bienvenue. Je disais que cette semaine, ce serait une semaine spéciale consacrée au corps militaire et paramilitaire. Et justement, le médecin-colonel Moussa Diansar est avec nous ce matin, chef du service national de l'hygiène du Sénégal. Rubrique invité juste après ceci. Et dans la riposte contre le Covid-19, vous êtes également appelé à aider les populations, à aider les autorités. D'ailleurs, le thème retenu pour la célébration cette année, c'est le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes. Et quand on parle de pandémie et catastrophe, vous êtes également appelé au devant de la scène, n'est-ce pas, Lune? Voilà, et notre invité, disons, ouvre le défilé des officiers supérieurs des différents corps militaires et paramilitaires sur le plateau de la matinale Kinkeliba tout au long de cette semaine. Donc, une semaine dédiée véritablement aux 60 ans du Sénégal, le Sénégal qui va fêter ses 60 ans le 4 avril prochain. Et le premier, et le premier corps que l'on évite, et voilà, l'honneur est accordé au service national de l'hygiène du Sénégal. C'est normal, parce que je crois que s'il y a un service qui est interpellé, un corps qui est interpellé par le thème de cette année, c'est bien le service national de l'hygiène du Sénégal, dont le responsable, le médecin-colonel Moussa Diansar, est là sur ce plateau. Alors, colonel, j'imagine que c'est un grand honneur pour vos troupes, pour vous, avec un tel thème. On se rend compte encore une fois de l'importance de la mission du service national de l'hygiène du Sénégal. Tout à fait, Alun. Bon, donc, comme vous l'avez si bien dit, le thème du défilé de cette année, enfin, plutôt de la célébration de la fête de l'indépendance de cette année, colle bien avec les missions du service national de l'hygiène. Et je pense qu'il est important de faire un petit rappel de l'origine de ça pour mieux comprendre, en fait, ces missions par rapport au thème de cette commémoration. Donc, vous savez que dans le passé, vers les années 140, le monde quand même a connu des successions d'apparitions d'épidémies, voire même des pandémies. Donc, on a connu la peste, on a connu la variole, on a connu la fièvre jaune, donc, et bien d'autres types de maladies qui ont vraiment fait trembler le monde. Et c'est ça qui a poussé les dirigeants de l'époque à penser à la création d'une politique de l'hygiène. Et vous savez que c'était pendant l'ère coloniale, et je sais que par rapport à cela, un décret qui a été signé en 1904 et en son article 14 avait en tout cas prévu la création d'un corps qui est chargé de veiller à l'hygiène publique et sanitaire. Et ça a été matérialisé à travers un arrêté du gouverneur général de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et qui a abouti à la création du service d'hygiène et de prophylaxie. C'était le 5 juin 1905. Donc c'est l'un des ancêtres des corps paramilitaires ici au Sénégal. Donc il faut dire que ce corps, depuis sa création, le service d'hygiène et de prophylaxie de Dakar, avait à sa tête un médecin des troupes coloniales. Donc c'était un corps qui avait vraiment une mission de prévention, mais aussi de riposte contre toutes ces maladies qui avaient tendance, en tout cas, à évoluer d'une manière endémique ou parfois épidémique dans ces pays. Donc ce corps a évolué, ça a évolué jusqu'à nos indépendances. Mais après l'indépendance aussi, l'État du Sénégal a continué à maintenir ce corps avec les mêmes missions. Mais en 1981, l'État a jugé utile de faire une réforme au niveau de ce corps pour
en faire un corps à statut paramilitaire. Et de ceci a été traduit par la prise d'une loi. C'est la loi 81-12 du 5 mars 1981 qui a mis en place le service national de l'hygiène, qui est devenu un corps paramilitaire, mais avec une révision de ses missions. Et il faut dire que parmi ces missions, elles sont multiples. Hein? Oui. Elles sont multiples. Donc, il y a d'abord une mission qui est de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière d'hygiène et de salubrité publique. Ça fait partie de ces missions. Une autre de ces missions aussi, c'est de la rechercher et de sanctionner les infractions en matière d'hygiène et de salubrité publique. Mais aussi, nous avons une mission d'éducation et de sensibilisation des populations en matière d'hygiène et de salubrité. Bon, en fait, il y en a bien d'autres. Le contrôle, mission, c'est celle-là. Voilà, le contrôle aussi, le contrôle sanitaire au niveau des frontières par rapport à la circulation des personnes, mais en matière sanitaire. Ça fait partie de ces missions. La prévention et la lutte contre les maladies à potentiel épidémique, mais également la lutte contre tout ce qui est vecteur et nuisible qui peuvent transmettre des maladies à l'homme. Donc que ce soit des insectes tels que les moustiques et autres tiques et autres, mais également aussi d'autres nuisibles tels que les souris, les rats, etc., les serpents. Okay. Alors, donc aujourd'hui, colonel, je me dis que plus que jamais, aujourd'hui, plus que jamais, les populations ont fini de mesurer, surtout en cette période de pandémie, l'importance de vos différentes missions. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le principal péril pour le Sénégal reste le Covid-19. Et pour véritablement bien le contrer, il faut être en phase avec les règles d'hygiène de base. Et c'est là votre mission première. Mais en 60 ans d'indépendance du Sénégal, est-ce qu'aujourd'hui, le service national de l'hygiène dispose suffisamment de ressources lui permettant de bien remplir ses missions? Oui, il faut dire que vous êtes bien outillé. Voilà. De toute façon, le service national de l'hygiène, depuis qu'il a été militarisé, donc avait du personnel, parce que c'est structuré en catégories. Les agents, nous avons les sous-officiers et nous avons le corps des techniciens supérieurs et les ingénieurs du génie sanitaire. Donc, vous savez que c'est avec ces moyens humains que nous parvenons à mener nos actions sur le terrain. Et par rapport à ces actions, il faut dire que, en termes de résultats d'abord, il faut dire que quand même, le service national de l'hygiène a beaucoup contribué à faire reculer le paludisme au niveau de notre pays. Oui. La maladie du ver de Guinée, certainement, certains l'ont entendu parler de ça. On s'en souvient à l'école primaire. Mais c'est avec le service d'hygiène que cette maladie a été éradiquée dans ce pays. Oui, éradiquée, complètement éradiquée. Donc, eh bien, le choléra aussi. Bon, pas plus tard que 10 ans avant nous, il y en avait encore dans ce pays. Mais depuis bientôt 10 ans, on n'en parle plus. Les dernières années où on a connu vraiment aussi des épidémies de choléra, si vous vous rappelez bien, de 2005 à 2010, on n'est pas resté une année sans pour autant qu'une épidémie de choléra éclate dans ce pays. Mais c'est à cause aussi de la contribution des agents d'hygiène que vraiment cette maladie, on l'a fait vraiment reculer. Donc depuis plus de 10 ans, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, il faut dire que il y a les moyens quand même qui sont en train de s'affaisser, notamment les moyens humains. Surtout ça. Voilà, les moyens humains. J'imagine que le personnel de 1981, pour la plupart, en fait, ils sont arrivés à la retraite aujourd'hui. Absolument. Voilà, tout à fait. Voilà, ça, quand même, c'est quelque chose. Injecter du sang neuf, voilà, c'est quelque chose renforcer les effectifs. C'est quelque chose qui est réel. Donc, vraiment, les effectifs ont beaucoup baissé. Parce que, bon, si vous, à titre d'exemple, au sortir des indépendances, bon, si le ratio qu'on avait au niveau du service national de l'hygiène, c'était autour d'un agent d'hygiène pour à peu près 2000 habitants. Vous voyez? Ça, c'était en 1960. Voilà. Ouais. Bon, aujourd'hui, ce ratio est passé à peu près d'un agent d'hygiène à peu près 32 000 habitants. Donc, vous voyez, parce que, bon, il faut dire qu'il y a l'accroissement de la population, le nombre de maisons, ça a augmenté. Et bon, les effectifs n'ont pas suivi. Le recrutement n'a pas suivi. Voilà, donc c'est ça qui fait que souvent aussi, les populations, et c'est légitime, qui disent que bon,
la manière dont ils voyaient le service national de l'hygiène dans le passé, quand ils rentraient dans les maisons, on les voyait partout, les gens avaient une peur bleue des agents, etc., tellement qu'ils étaient présents sur le terrain. Bon, aujourd'hui, nous sommes encore très présents sur le terrain, mais malheureusement, compte tenu de l'accroissement de la population, le nombre de maisons à visiter, etc., font que... Vous êtes moins visible. Voilà. On est devenu moins visible. Moins efficace. Voilà. Mais toujours efficace quand même par rapport à nos actions que nous menons. Donc il y a une urgence aujourd'hui pour vous qui êtes le responsable du service national de l'hygiène, c'est véritablement le recrutement, c'est de recruter plus d'agents. Mais le recrutement quand même c'est quelque chose qui est indispensable pour que le service puisse survivre. Ça quand même je pense que même les autorités, ils l'ont bien compris parce que bon, ça a été vraiment traduit dans notre plan stratégique de développement qui est déjà entre les mains des autorités et qui est en train d'être mis en œuvre. Et d'ailleurs on reviendra sur les autres aspects de ce plan stratégique de développement si vous le voulez bien. Koumba, oui, moi j'ai 2 questions si vous permettez. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, colonel, d'abord, je commence par là où vous avez terminé. C'est par rapport aux moyens. Vous l'avez dit au départ, ce service a été créé à l'occasion de maladies, de pandémies. Et aujourd'hui, le contexte nous ramène un peu vers les années où le service a été créé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment ou jamais pour nous tous de mieux valoriser ce service, de revoir son statut, d'améliorer son budget pour que vous puissiez faire votre mission correctement. La deuxième question, c'est que vous êtes colonel, mes respects, colonel médecin militaire, et je voulais juste savoir, et vous dirigez un corps paramilitaire. Quelle touche vous comptez imprimer au service national de l'hygiène? Voilà, donc pour revenir à la première le renforcement des moyens, la logistique. Je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui le service national de l'hygiène, comme je l'ai dit, comme on dit, à toute chose, malheur est bon, quoi. Parce que bon, avec le contexte de la pandémie à coronavirus, bon, je pense que au-delà même les autorités, mais le peuple sénégalais même, oui, c'est ça, ils ont repris conscience, en tout cas, du rôle que peut jouer le service national de l'hygiène dans le cadre de la préservation de la santé des populations en matière d'hygiène et de santé publique. Mais j'avoue que, bon, même avant l'apparition de cette pandémie, quand même, les autorités ont pensé à renforcer le service. Parce que, bon, je m'en veux pour preuve, lors du discours à la nation de son Excellence le Président de la République, après sa réélection, il avait exprimé officiellement, en tout cas, sa volonté de renforcer le service national de l'hygiène. Et nous sommes dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, avec l'apparition de la pandémie à Covid-19, je pense que ce n'est que quelque chose qui est venu pour encore justifier, en tout cas, comment dirais-je, justifier la volonté de son Excellence par rapport à sa vision de renforcement du service qu'il avait déjà déclaré. En tout cas, le contexte s'y prête bien, d'autant plus que bien avant l'apparition des premiers cas de Covid-19 ici au Sénégal, il y a eu ces opérations Cleaning Day, initiées par le président de la République. Et pour qu'elles puissent réussir, il faut le concours des agents du service national de l'hygiène. Tout à fait. Ça, c'est un préalable. Voilà. Donc, le renforcement de vos moyens aujourd'hui est devenu une nécessité pour les autorités publiques. Exactement. Tout à fait. Ça ne doit plus attendre. Parce que, bon, vous savez que, bon, les Cleaning Days, actuellement, c'est vraiment une stratégie qui est bien par rapport à la salubrité publique, que tout le monde salue. Bien que ça soit un autre département ministériel qui emporte vraiment la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Que dirige Abdou Karim Mais Fofana. en fait, nous travaillons en parfaite intelligence avec ce ministère dans le cadre de ces opérations de Cleaning Day. C'est un obstacle, vous dépendez du ministère de la Santé et pourtant c'est un service assez transversal. Voilà. Bon, vous savez que le service national de l'hygiène, vraiment, c'est un service qui a des missions vraiment très transversales. Bon, nous savons que, bon, pratiquement au niveau du ministère de la Santé, qui est notre tutelle, nous constituons en tout cas un de ces piliers en matière de prévention médicale. Est-ce que vous avez vu? Mais vous, au-delà même des actions de prévention que nous faisons au niveau du ministère de la Santé, il y a d'autres préoccupations que nous réglons
à travers même d'autres ministères. Vous avez parlé du ministère de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Oui. Donc nous devons conjuguer nos efforts, nos interventions, afin en tout cas de mieux cibler en tout cas nos objectifs, de mieux les atteindre. La deuxième question. La touche que le militaire veut important que vous êtes en train d'apporter donc à ce corps paramilitaire. Bon, c'est facile déjà, cette transition-là. Non, je pense que c'est facile, hein, parce que bon, je pense que je ne suis pas le premier médecin militaire. Voilà, parce que bon, pratiquement, bon, il faut dire que bon, depuis même la création de ce corps, je pense que lorsqu'on le militarisait, effectivement, bon, c'était un militaire, un officier, je pense, du génie militaire, qui était à la tête. Bon, mais pratiquement après lui, bon, il n'y a que des médecins militaires qui se sont succédés, quoi. Donc, bon, ce n'est qu'une continuité. Et je pense que aussi, donc, c'est un corps qui est là. Et je pense que aussi, dans l'avenir aussi, c'est un corps que peut-être des gens qui ont vraiment l'arme du corps, c'est-à-dire le génie sanitaire, pourrait bien aussi à la tête. Diriger. Oui. C'est vrai. Bon, Sarah, c'est clair, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de discipline non plus à ce niveau-là. C'est des paramilitaires. C'est des corps paramilitaires également, tout est bien géré là-bas. Voilà, aussi. je pense que bon, c'est ça aussi qui fait un peu la force de ce corps, hein, parce que c'est un corps qui a un statut particulier. Donc c'est un statut paramilitaire, donc ils ont des obligations qui font qu'ils ne peuvent pas se permettre certains comportements. Oui. Donc c'est ça qui fait que bon, vraiment il y a une ligne de discipline que chaque agent est tenu d'adopter. Sinon, il s'expose vraiment à des sanctions qui peuvent lui être parfois fatales, quoi, entre guillemets. Très bien. Merci, donc, colonel. Colonel Moussa, je rappelle encore une fois, donc, le médecin colonel Moussa Dieng-Sarr, chef du service national de l'hygiène du Sénégal, donc le premier invité donc, pour nous parler un peu des 60 ans du Sénégal à travers l'exemple du service national de l'hygiène du Sénégal. Merci beaucoup, colonel. Restez avec nous. Dans la dernière partie de la rubrique invité, eh bien, on reviendra sur ce que vous faites, parce que la question a été posée par un téléspectateur pour aider les autorités dans la lutte contre le Covid-19. On a vu qu'il y a des opérations de pulvérisation spatiale qui ont démarré. Question donc de notre ami Sambali Kanté, internaute qui nous regarde depuis l'Italie et qui aimerait savoir, au regard de la montée du nombre de personnes atteintes à ce jour par le Covid-19, quelle stratégie adopter, quelle stratégie vous avez adoptée au niveau du service national d'hygiène avec le manque d'équipements et de moyens financiers dont vous avez parlé tout à l'heure. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour justement contrer cette infection? On en reparlera avant la fin de ce magazine. Voici tout de suite le clip du jour. Ensuite, le journal et puis la chronique tendance avec Nafi Saher. À tout de suite. sa yaram dafay tàng yëg coono metti dong mën na nekk jàngoro bi ñëw na sunuy tànk su yëf yi tàmbalee ngay sëkkat saa su ne teg si sooy nooyi am te jafe-jafe ñu moytu joxe sunu loxo yi am ndaje nañu saytu sunu yaram ba mu tele ñu moytu corona feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yëg si na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu de jaaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yëg si na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu de jaaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew kon yëg si na ñu raxas loxo yi te takk masque yi soo ko amul mun nga utiliser mouchoir ñu moytu mbedd mi ak xeetu ndaje yi mën na dawal jàngoro bi dafa gaaw de ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi nañu saytu sunu yaram ba mu tele ñu moytu corona feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegg si na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu de jaaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegg si na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu de jaaxal nañu feebar bu bon bi
Eh bien, les artistes s'engagent également dans la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette fois-ci, les mauvaises langues vont se taire. Ça, c'est bon, ça. C'est Très bon bien. son. Très bon Le son. clip a été bien réalisé. Oui, Amma oui. aussi des belles Oui, bravo. oui. C'est bien. Donc, numéro 1, le clip de Foumalade qu'on a vu la dernière fois. Numéro 2, Queen Bee. C'est mon classement, moi. Le Sénégal du groupe Kunta Kinte aussi. Hein, Non, mais c'est pas contre. Non, on fait un classement. Tu fais ton Corona. classement, moi mon classement, Du c'est Corona. Y'en a marre. Ah, Toi mais dans la chanson de Sunugal, il y a aussi ça, hein, donc la protection un peu du Sénégal. Non, tu fais ton classement. Hein? Oui, il ne faut pas crier. Donc je mettrai d'abord Sunugal du groupe Kunta Kinte basé à Montpellier. Numéro 1, oui. Numéro 2, je mettrai Queen Bee. D'accord. N'est-ce pas? Et numéro 3, donc nos amis de Y'en a marre. Voilà. Ah, Voilà, d'accord, très bien. Ça, c'est le classement d'un lutte, Badar Akan. Bon, très bien. Mariama est de retour en plateau. On va souhaiter une excellente journée à nos amis de Montpellier qui nous regardent ce matin. Le groupe Kunta Kinte. On a regardé le clip hier. C'était une découverte pour beaucoup. Le bulletin d'infos complet, c'est tout de suite. Après ceci. Voici les titres de cette édition. À la une donc de l'actualité, le point sur la situation du Covid-19 par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Plus de marché dans le département de Ranérou en raison du Covid-19. Et puis, réception par nos autorités de don de Jack Ma. Hein. Et pour finir, l'actualité internationale qui nous mènera ce matin au Mali. Les détails tout de suite avec Mariama. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous le disais tantôt, c'est une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Au 29 mars 2020, 9 patients ont été guéris du Covid-19. À côté, 12 personnes sont déclarées positives, ce qui porte le nombre de cas à 115. On fait le point avec le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce dimanche 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et c'est l'une des conséquences de cette pandémie du Covid-19. Le marché hebdomadaire de Ranérou ne se tient plus. Le préfet du département a d'ailleurs averti les vendeurs de bétail contre tout refus d'obtempérer. On fait le point avec Fatimata Banelba. À cause du coronavirus, tout rassemblement est interdit sur le territoire national, notamment les marchés hebdomadaires. Au Louma de Ranérou, même si le site officiel a été sécurisé par les forces de l'ordre, les vendeurs de bétail ont trouvé le moyen de contourner la mesure. Une situation inacceptable pour le préfet du département. Il faudrait qu'on soit intransigeant. Je crois que c'est une mesure qui n'est pas négociable du tout. Je crois qu'ils sont tous dispersés et que la prochaine fois, j'ai donné des instructions à la gendarmerie pour que dès la veille, qu'ils puissent occuper toutes les entrées de la ville, de sorte à puissent éconduire tous les véhicules ou bien toutes les charrettes qui viennent et qui, en tout cas, transportent du bétail ou en tout cas des marchandises. Ces vendeurs, pour la plupart, viennent des coins les plus reculés du Fouta et du Ferlo. Ils sont certes conscients de la maladie, coronavirus. mais n'ont d'autre activité que la vente de bétail, leur principale source de revenus. Nous sommes très conscients de cette maladie, mais nous n'avons d'autre alternative que d'aller vendre notre bétail pour nous nourrir. Comment allons-nous faire maintenant? Que fera l'État pour nous aussi? Le département de Ranérou, porte d'entrée de la région de Matam, est ouvert à 5 autres régions, d'où l'impérieuse nécessité de prendre des mesures de riposte contre le Covid-19. Nous devons vraiment de mettre un focus sur le département de Ranérou, qui est également ouvert sur les autres foyers connus aujourd'hui où le Covid-19 est en train de sévir. Vous voyez ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis en place un point de contrôle à l'entrée de la commune et qui permet de filtrer
donc les entrées, les passages, surtout ceux qui font escale sur Ranérou. Tout véhicule venant de Dakar ou de Touba est systématiquement contrôlé par les gendarmes qui effectuent les tests. On demande aux gens de se laver les mains avant d'entrer dans les boutiques et restaurants. Pour la prévention et la protection, le préfet de Ranérou a réceptionné un important lot de matériel de nettoiement et de lavage des mains offert par les différents leaders du département. Également dans l'actualité, le milliardaire chinois Jack Ma ouvre la caverne d'Alibaba au monde et le Sénégal n'est pas en reste. Notre pays a officiellement reçu ce dimanche un important lot d'équipements médicaux, masques, kits de test, combinaisons et masques faciaux ont été réceptionnés par nos autorités et Lamine Touré était avec elle. On regarde son reportage. En cette période de lutte contre le Covid-19, cette opération humanitaire est la bienvenue. La fondation d'Alibaba, de l'homme d'affaires Jack Ma, apporte du soutien au personnel soignant. Du matériel médical fortement demandé par des médecins en contact permanent avec les patients. Il s'agit de 100 000 masques chirurgicaux, 1000 tenues de protection à usage médical, 1000 écrans faciaux et 20 000 kits de tests. Le don de la fondation Jack Ma du groupe Alibaba s'inscrit parfaitement dans l'esprit des relations sino-sénégalaises. Les défis de la pandémie du coronavirus fait bouger les lignes. La mobilisation n'est pas que du ressort des États. La Chine a montré l'exemple au Sénégal avec la contribution de ses industriels présents dans le pays. Avec les entrepreneurs chinois, les commerçants chinois et les acheteurs d'arachides chinois. Ils ont contribué au total plus de 200 millions de francs CFA au fonds Force Covid-19 initié par le président Macky Sall. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale promet un usage rapide de ces équipements médicaux. L'État du Sénégal apprécie le geste de solidarité humaine de la Chine, d'autant plus qu'elle-même continue encore de faire face au Covid-19. Je voudrais assurer à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que mon département fera un usage de ce matériel qui ira en priorité au personnel de santé. Le don de la République populaire de Chine sera officiellement réceptionné ici dans les prochains jours, a annoncé le ministre de tutelle. Dans l'actualité internationale, malgré la pandémie du Covid-19, le Mali s'est rendu aux urnes ce dimanche 29 mars pour ses élections législatives. Déjà 2 fois reporté, le scrutin doit permettre de renouveler les 147 parlementaires en 2 tours. Pas de chiffres quant au taux de participation, pas encore, mais l'affluence était plutôt faible selon les observateurs. Dans les bureaux de vote, en cause la pandémie du Covid-19, mais également la situation sécuritaire du pays. Pour rappel, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, est toujours porté disparu. C'est la fin de cette édition d'information de votre matinale Kinkeliba. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur Internet par le site d'Internet live.rts.sn et www.rts.sn. À demain. À demain, avec le même plaisir. Sur ce plateau, on ne part pas encore à Mariama pour l'info, évidemment. J'ai trouvé que ce matin, Alioune Badara Kane et Mariama étaient très inspirés. J'ai noté quelques phrases que vous nous avez sorties comme ça. Alors, Mariama qui dit Jack Ma, vous savez, c'est le PDG d'Alibaba qui dit Jack Ma ouvre la caverne, autant pour moi, d'Alibaba au Sénégal. Et Alioune Badara qui dit le service d'hygiène ouvre le défilé du 4 avril sur le plateau de Kinkeliba. Je crois que 8 heures, c'est bien pour tout le monde. C'est bien. Je pense qu'on va maintenir cette horaire. On va maintenir cette horaire parce qu'on est plus inspiré à cette heure. Et tout le monde est inspiré. Quelle demande, je vous écoute hein? et je note tout. Alors, on va très rapidement, en 10 secondes pour tout le monde, parce que tu as terminé le journal assez tôt. Je pose cette question. Est-ce qu'on peut envisager le confinement total, comme l'a suggéré le professeur Moussa Seydi? Si on ne fait pas attention, on va en arriver là, mais est-ce que c'est envisageable? Oui ou non? Et en 10 secondes, on se justifie. Mariama? Alors, oui, confinement total pour le Sénégal? Couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant, oui et non. Oui, d'accord. Ouais. Pourquoi? Oui, parce que on le sait tous, la majorité des travailleurs sont du secteur informel. Les gens ont besoin d'aller au boulot pour pouvoir manger. Je pense que si on nous confine, il y a des gens qui ne mourront pas du Covid-19, mais plutôt de la faim.
Nafi Sayer, donc c'est non. Nafi? Je rejoins Mariama. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont besoin de sortir, d'aller travailler, d'aller chercher la dépense quotidienne au jour le jour. Donc pour ces personnes, le confinement, ce sera trop compliqué. Ça va être compliqué. Très bien. Koumba. Je suis parfaitement d'accord avec Mariama. Plus de la moitié de la population vit au jour le jour. Donc quasiment impossible. Donc non. Bon, je pense que Mariama certainement peut-être a dû écouter le président béninois, Patrice Talon. Ça va être compliqué pour l'Afrique de faire respecter un confinement total. Ça va être compliqué vu la structuration de nos différentes économies. Mais l'ennemi avance. Colonel. Non, ça va reculer. Mais quand vous avez le choix entre la mort ou la mort, vous choisissez la mort la plus longue. Ne soyons pas pessimistes. Parce qu'il y aura toujours une once d'espoir. Soyons optimistes, ça va reculer. Colonel, quel est votre avis sur la question? Bien, bon, je pense que le confinement total, souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Vraiment. Et pour ce faire, je pense qu'il est urgent que les populations comprennent que la situation est grave et que les gens respectent en tout cas les recommandations et les consignes qui sont données par les autorités sanitaires et administratives. Absolument. Je ne rajoute absolument rien. Vous avez parfaitement raison. C'est ça qu'il faut comprendre si on ne veut pas en arriver à ces extrêmes-là. Mariama, à demain. À demain. Voici maintenant la pub. La page réclame. On se retrouve juste après pour la suite du magazine. À tout de suite. Am la mooy sama bànneex yow aja sama bët bi ma taamu sa melukaan moom may daane sa nooyaay moo may bégloo aja sama bët bi ma gënal li ci xeet bi neex a neex li ci caf ko bët bi salit loo la 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 bër aja yow laa tàmm sama ndekki bër aja mëne fu ne Soyez prêts à parier avec OneXBet. Gagnez gros. Pariez et gagnez avec OneXBet. 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 OneXBet, bookmaker fiable. Pour réaliser de grandes choses dans la vie, faites de petits gestes tous les jours comme les 1, 2, 3 avec Colgate. 1, réveille-toi, réveille-toi. 2, brosse-toi, brosse-toi. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. 4, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. Fais les 1, 2, 3 avec Colgate et assure-toi un avenir qui te fera sourire. Début de journée en notre compagnie. On va essayer cela un jour parce que le débat sur le Covid-19, le confinement et tout ça, c'est assez intéressant. Je vais laisser tout le monde parler en même temps et puis ça va créer un grand brouhaha. Vous allez voir à quel point on est préoccupé et en même temps, on n'est pas toujours tous d'accord. Binta, par exemple, qui nous regarde ce matin, Binta Bokoum, Chronique Santé, qui dit pour moi, le confinement total pour 15 jours, oui, c'est possible. Je suis moi-même en ce moment en confinement total. Bon, voilà, chacun a son avis sur la question. C'est pas pareil. On attend le mercredi. Voyez-vous aussi, je laisse tout le monde parler. On attend le mercredi. On peut passer à la chronique de Nafi. C'est pas sans confinement. Voilà. On y va. Non. My name is Hannah Olateju. I'm 20 years old. De Nafi Sayer qui nous emmène ce matin à la rencontre de Hannah Olateju. Olateju, c'est ça? Très bien. Une influenceuse. Alors, elle est toute particulière parce qu'elle n'a ni jambes ni bras. Comme tu l'as dit, sans jambes, sans bras. Alors, elle a eu ça très jeune.
on va dire même étant bébé, parce qu'elle avait que 2 ans quand elle a perdu ses bras. Ah non. Non, elle les a perdus après. Donc là, elle a appris à vivre, comme elle le dit, elle n'a pas perdu sa joie de vivre. Elle a appris très tôt à vivre avec ça, malgré les moqueries et tout. Comme elle l'explique, c'était pas facile du tout, mais elle a réussi. Et aujourd'hui, elle a encore beaucoup plus confiance en elle. Et elle commence à faire des tutos sur les pages, les réseaux sociaux. Elle est devenue très célèbre sur Instagram, Facebook, les plateaux de télé. On l'invite de temps en temps pour qu'elle puisse s'expliquer, s'exprimer, parler. Donc aujourd'hui, elle essaie aussi d'inspirer d'autres jeunes qui vivent avec un handicap, surtout les femmes, à savoir vivre avec ce handicap-là et se dire que c'est pas en fait la fin du monde. La fin du monde, tout à fait. Et aussi surmonter les moqueries parfois, surtout très jeune à l'école. Comme elle l'a dit, elle a vécu, voilà, elle a eu des moqueries à l'école. En fait, elle pouvait pas aller à l'école aussi au début, parce qu'il y avait ses élèves, les enfants, ses camarades qui se moquaient d'elle. Et c'était difficile sans jambes, sans mains, de pouvoir étudier aussi. Donc, elle a pu surmonter tout cela et aujourd'hui, elle essaye de faire, voilà, de se connaître et voilà, d'inspirer d'autres femmes. Je vous propose de l'écouter. My name is Hannah Olateju. I'm 20 years old and I'm a social media influencer. My childhood was extremely happy. I always remember laughing and running around like a headless chicken. Everything was like pretty normal, and that transpired to me being a very confident person. I had meningitis when I was 2 years old. I always made a point of making people feel comfortable because I found that people sometimes feel quite uncomfortable with an amputee and they don't really know how to cope with you or how to manage or how to speak sometimes. So I always make a point of, complimenting them or making a joke and then basically showing them that everything's fine, just chill, relax. The only difference between me and you is that I have less limbs and probably longer hair, who cares, I think it's very important that people like myself, and by that I mean people who aren't seen as normal, are seen in normal circumstances, because we need to show people that we're just like them. We're just living our lives. We have a life too. We have things to do. Maybe we have children. Maybe we have, grandchildren, who knows? Life is not that different. What I used to do when I was younger as well, when I was insecure, I would only look at body positive content, and that's all that my Instagram would show me. So eventually I just came across a lot of people like myself. It really helped me and my confidence. And even my mum says oh, Hannah, I haven't seen that from you before, but it seems sassy, and I think I just grew through that. I didn't plan to become an influencer. I just basically started posting things on my lifestyle, restaurants I liked, places I like to travel to, family vacations, and people started taking an interest. So I thought, okay, well, I can actually make something of this. When I was younger, I never really saw people like myself on TV. I didn't see anything. So I became that example for myself. I just think of all the other millions of girls out there who need someone who's inspiring, who has faced the odds, and who just want that person to say, it's okay to be yourself. It's okay to be, have a little extra, or it's okay to be skinny, it's okay to have acne. To people who think that we should just, be behind the curtain and not be looked at, they need to get a life, first of all, and they need to go and focus on their own life and let us, people like myself, continue making our money, living our life, traveling, and living our best life. Il faut s'assumer, mais quelle joie de vivre et quel exemple et quel bel exemple elle nous donne ce matin. C'est une véritable boule de joie, cette Anna. Aujourd'hui, elle veut démontrer que le handicap n'empêche pas de vivre tout simplement. D'être heureux, tout simplement. Et elle essaie de se débrouiller, même sans bras, à faire des maquillages, des tutos maquillage, et c'est super. Allez suivre sa page, Anna Olate. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Elle l'a dit, c'est la méningite qui lui a coûté ses bras et ses jambes. Allez, on va passer au second sujet, Nafissa Saher, et maintenant quelques astuces. On parle pour beaucoup de confinement, on reste à la maison, parfois on se soucie de ce qu'on va faire, on s'ennuie très vite. Alors je vous propose des astuces pour nettoyer votre maison tout simplement, parce qu'on n'a pas souvent le temps de nettoyer en profondeur, il y a souvent quelque chose qui reste, voilà. Donc je vous propose pour démarrer comment nettoyer en fait, on va dire,
le levier ou bien les toilettes tout simplement avec du bicarbonate, du sel, bicarbonate, vinaigre que vous allez mettre dedans attendre 10 minutes. Et ensuite, vous ajoutez de l'eau bouillante. Vous allez voir que ce sera très propre, blanc, sans tache. Ça va aussi, l'eau bouillante pour désinfecter encore plus, tuer tout ce qui est microbes, voilà, tout ce qui est bactéries. Je pense qu'actuellement, on a besoin de tuer tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus. Donc, ça va tout simplement nous permettre de nettoyer. On a le position, c'est sel, vinaigre, bicarbonate. Tout simplement. Vinaigre, bicarbonate. Et après, on rajoute, Colonel on laisse Sarr. 10 minutes et on rajoute de l'eau. Cette astuce, qu'est-ce que vous en pensez? Sel, vinaigre, bicarbonate. Mais bon, en fait, comme ça donne des résultats, je pense que bon. Très bien. Donc, validé. C'est pas toxique. On avance. Alors, l'autre, c'est la colonne de douche. Pour la laver, on ne la lave pas très souvent. Hein. Même quand on fait quand on lave les toilettes, en général, on ne lave pas ça. Et avec l'eau, le calcaire et tout, il y a parfois des déchets. Et pour laver ça, il faut mettre un peu d'alcool, eau, plus alcool, plus vinaigre et bicarbonate, avec un peu de lessive peut-être. Vous allez mettre dans un sachet, vous entourez le tout. Vous laissez quelques minutes, vous allez voir que tout va disparaître. Et voilà, ce sera beaucoup plus propre. Très bien, très bien. Oui. Et l'alcool désinfecte, ça on le sait, donc c'est bien. Et l'autre, c'est les fauteuils, sofas, canapés, voilà, pour nettoyer. Parfois, on n'a pas les moyens peut-être même d'aller envoyer ça chez les professionnels. Voilà. Donc, on peut le faire à la maison. Là aussi, on va utiliser de l'eau, de l'alcool, vinaigre, bicarbonate, un peu de lessive que vous allez mettre dans un récipient et vous allez après tout simplement pulvériser sur le fauteuil, surtout quand c'est en tissu, en daim. Vous pulvérisez tout simplement. Vous allez prendre une brosse et frotter. Et après, vous allez tout simplement essuyer le tout. Et vous pouvez utiliser le sèche-cheveux pour sécher. Tu rappelles la composition? Sel, alcool, eau, vinaigre, bicarbonate et un peu de lessive que vous allez utiliser. D'accord. Et ça désinfecte. Et c'est important actuellement. Et le dernier aussi, c'est souvent les enfants aujourd'hui, actuellement, sont à la maison, on mange un peu partout, on jette un peu partout. Il y a des biscuits qui traînent par-ci, par-là. Alors, sur les canapés, en général, c'est dur d'enlever tout cela. Donc, vous allez tout simplement prendre le séchoir, que tout le monde presque a un séchoir à la maison, je pense. Vous allez prendre ça. Et avec le papier toilette, après, il y a le rouleau du papier toilette. Vous allez prendre ça et vous aspirez tout simplement. Ça va... Voilà, ça capte tout ce qui est biscuits, tout ce qu'on ne peut pas ramasser. Parfois, ça rentre dans les rebords. Il y en a beaucoup, et tout. Voilà, donc vous pouvez enlever tout simplement. Je vais essayer ça. Intelligent. Je vais essayer ça parce que... Ah oui. C'est assez pratique. Bon, ça, ce sont les astuces de Nafissa Saher ce matin. Essayez ça chez vous et dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup, ma chère Nafi, pour ces sujets fort intéressants ce matin. Je vais lire quelques messages de nos téléspectateurs. Hein. Alors, il nous regarde tous les matins. Il s'appelle Amadou Sek. Je pense que tout le monde connaît finalement Amadou Sek sur ce plateau. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. On doit souhaiter joyeux anniversaire à Kadiata Sek. C'est la fille de notre fidèle téléspectateur Amadou Sek. Joyeux anniversaire, ma belle. On te souhaite plein de belles choses pour cette année nouvelle. Et puis également sur notre page Facebook, d'autres commentaires rapidement avant les dernières questions pour notre invité. Message de Malik Issaga Diop. Il nous regarde en Allemagne. Hein. Il dit bonjour Kinkeliba, la proposition de Kumba est possible car ici en Allemagne, les enfants reçoivent les cours soit par WhatsApp ou par email. Donc c'est faisable. Et merci, qu'Allah vous protège. Merci également à vous de votre fidélité. Amadisso qui nous regarde également ce matin, je ne sais pas d'où. Dites-nous d'où est-ce que vous suivez ce magazine ce matin. Il dit « J'invite tous les Sénégalaises et Sénégalais à respecter les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie qui se propage dans le monde. » Merci à vous, merci à toute l'équipe de Kinkeliba. N'oubliez pas, sur notre page Instagram également, vous pouvez commenter ce magazine. On a 7 minutes avant la fin. 15 millions de défenseurs contre un attaquant. C'est difficile, hein? Et
pourtant, quel attaquant, hein, ce Covid-19. C'est un match très compliqué. Et palpitant d'ailleurs. Colonel, pour la suite, j'aimerais quand même qu'on aborde ce que le service national de l'hygiène fait dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Un téléspectateur nous a interpellé sur la question. Nous regarde en Italie. Qu'est-ce que vous faites? Je parlais tout à l'heure de ces pulvérisations spatiales qui ont démarré. Est-ce que vous pouvez revenir sur tout ça? Voilà, donc il faut dire que le service national de l'hygiène, avait déjà entrepris des actions dans le cadre de la prévention du Covid-19, avant même l'apparition des premiers cas. Parce que dès que les cas sont apparus en Chine, vous savez que le ministère a réactivé le Comité national de gestion des épidémies, qui est un comité multisectoriel et qui regroupe pratiquement les différentes directions, services du ministère de la Santé, mais également les laboratoires, certaines institutions de recherche et même d'autres départements ministériels. Donc c'est dans ce cadre que le service national de l'hygiène avait déjà planifié des activités dans le sens de la prévention. Donc cette prévention, ça reposait surtout sur des activités de sensibilisation, d'information des populations, à travers la communication interpersonnelle, c'est-à-dire, vous savez que l'agent d'hygiène, c'est un agent qui est mobile, c'est un agent mobile. Donc, pratiquement, l'essentiel de nos activités, ça se fait sur le terrain. Donc, c'est les prospections domiciliaires, c'est les visites dans les grandes surfaces, dans les gares routières, les marchés, etc. Donc, c'est à travers ça que la sensibilisation déjà se faisait. Également, au niveau du contrôle des frontières, parce que, bon, dans mes propos liminaires, lorsque je parlais des missions du service national de l'hygiène, il y a le contrôle des personnes, de la circulation des personnes en matière sanitaire au niveau des frontières. Donc là aussi, les activités de surveillance avaient commencé. Mais maintenant, lorsque les cas ont commencé à être notifiés au niveau du pays, c'est en ce moment que le pays est rentré dans la phase de riposte. Parce que maintenant, il fallait combattre maintenant la maladie, parce que la maladie est rentrée dans chez nous. Donc, par rapport à cette riposte, les actions que nous menons par rapport à cette riposte se situent à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des centres de traitement. Vous savez que les centres de traitement, c'est les centres où on reçoit les malades. Donc, c'est des milieux aussi où la contamination aussi, les risques de contamination sont réels. C'est pour ça, au niveau de ces centres, nous avons positionné des équipes qui ont en charge de faire la décontamination régulière des salles d'hospitalisation parce que le virus circule. Oui. Donc, il faut faire des opérations de désinfection régulièrement. Toutes les 3 ou 4 heures, il faut le faire. Aussi, veiller au port des équipements de protection par rapport au personnel soignant parce que on ne souhaite pas que des malades contaminent des personnels soignants parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là aussi, les équipes qui sont là sur place, ils veillent à cela. Donc ils font la décontamination de personnel, etc. Les toilettes aussi, il faut les décontaminer. Mais également la gestion, veiller à la bonne gestion des déchets qui sont produits par ces centres de traitement. Parce que, bon, ceux qui viennent des malades, c'est des déchets qui sont souillés et qui peuvent propager aussi la maladie. Là aussi, nous veillons à ce que ces déchets soient conditionnés d'une manière correcte, adéquate, jusqu'à leur élimination par incinération. Donc là, c'est le travail que font les agents au niveau des centres de traitement. Mais également, lorsque un cas a été notifié quelque part dans la communauté, nous avons aussi des équipes qui se déplacent au niveau de la maison où réside ce malade pour procéder aussi à la désinfection et la décontamination. Bon, les véhicules aussi, les ambulances qui transportent les malades vers les trucs, nous faisons aussi la désinfection et la décontamination. Donc ça, c'est dans le cadre de la riposte. Bon, mais depuis quelques jours, nous avons changé un peu aussi, on a rajouté autre chose. Parce que vous savez que, bon, depuis que l'épidémie avait commencé, c'était surtout les cas qu'on disait importés. Donc, les gens qui venaient de l'extérieur et qui étaient en incubation et où la maladie apparaissait quelques jours après leur entrée dans notre territoire. Mais depuis quelques jours, effectivement, vous avez vu que nous commençons à parler de cas communautaires. Donc, les cas communautaires, voilà, c'est les cas qui sont au niveau, qui apparaissent dans les populations sur certaines personnes qui ne sont jamais sorties du pays. Et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, c'est dire que pratiquement, ça peut venir maintenant de n'importe où. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant jugé utile maintenant d'intensifier cette campagne de désinfection maintenant pour aller traquer
l'ennemi qui est invisible, bon, il faut aussi l'attaquer à l'aveugle. Mais comme je disais, d'une manière un peu intelligente. C'est ça. Donc c'est ça qui a conduit à ce qu'on a commencé maintenant à faire des traitements spatiaux. Donc c'est ce que vous avez constaté ces derniers jours. Nous avons commencé pour l'instant au niveau de la région de Dakar, qui constitue vraiment maintenant un foyer qu'il faut vraiment essayer de stopper le plus rapidement possible. Donc c'est ça qui fait que nous avons commencé ces traitements spatiaux. Au niveau du département de Dakar, actuellement on était dans le département de Pikine et on compte couvrir d'ici peut-être la fin de la semaine toute la région de Dakar et maintenant nous projeter vers d'autres régions où vraiment encore il y a des foyers, notamment dans la région de Thiès. Vous êtes vraiment au cœur de ce dispositif de lutte. Merci. Il reste une minute, on est à la fin du magazine. La revalorisation du statut des agents du service national de l'hygiène, rapidement en une minute. Voilà, vous savez que, bon, franchement, ça fait partie vraiment de nos préoccupations majeures. De nos préoccupations majeures, ces réformes dites institutionnelles. Nous l'avons vraiment inscrit en bonne place dans notre plan de développement stratégique. Et ces réformes portent sur la révision du statut du personnel, qui est vieux de plus de 35 ans maintenant. La révision du code de l'hygiène, aussi, qui est vraiment aussi devenu à la limite un peu obsolète. Mais également aussi quelque chose que vraiment nous attendons avec beaucoup d'impatience. En tout cas, la mise en place, la création d'une école nationale de l'hygiène. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce magazine. Merci à tous. Nafi, Koumba, merci Colonel, merci à Lune également. On se retrouve demain à partir de 6h30 à partir de 8h pour un nouveau numéro de Quinqueliba. Et puis on reviendra évidemment sur cette vidéo de Moustapha Guirassy qui va beaucoup mieux, tant mieux. Hein. On en a parlé mardi dernier. La suite, ce sera donc demain sur Quinqueliba. Restez sur les antennes de la RTS. Les programmes se poursuivent. Bon début de semaine à tous. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we